Salut à tous et bienvenue sur After Fight, ton podcast de MMA. Au fil des vidéos, on va recevoir des combattants, des entraîneurs, des préparateurs physiques, des managers et des passionnés qui vont venir échanger avec moi autour de cette discipline qui est le MMA, les arts martiaux mixtes. Donc, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker la vidéo si tu as kiffé le contenu. Let's go! De retour sur After Fight. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi un ancien combattant, un entraîneur, un entrepreneur, un YouTuber aussi, homme de terrain. J'ai nommé Yacine Ouakil. Yacine, comment ça va? Bah écoute, ça va Kevin, tout va bien, hein. Enfin, sur ce podcast, hein, depuis le temps qu'on essaye de se caler avec, avec tout ce qui est planning, avec tout ce qui est bah voilà, la vie de tous les jours, mais on y est et on va le faire. Et merci à toi, merci à After Fight, et on va tâcher d'avoir un bon petit podcast tous les deux ensemble. Ah ben écoute, c'est un plaisir de t'avoir sur mon podcast. Et puis voilà, tout ce qui est long est bon, comme on dit. Donc Mhm. voilà, on y est. Yacine, comme se veut la tradition sur After Fight, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques lignes pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore? Ok, bah déjà les gars, salut à vous, salut aux auditeurs d'After Fight et ceux qui me connaissent pas. Je vais me présenter donc brièvement pour pas te prendre énormément de temps. Bah, Yacine Ouakil, j'ai 35 ans. J'ai été combattant d'MMA. J'ai commencé le MMA en 2004 à l'âge de 17 ans. J'ai poussé les portes du Candice à Paris. Et après, bah, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. J'ai fait de l'amateur à l'époque. J'ai fait aussi un circuit pro, 5-2 sur Sherdog. Et donc, du coup, j'ai été aussi lutteur. J'ai fait aussi combat en boxe anglaise. J'étais vraiment pluridisciplinaire sur toute cette période. J'ai commencé en même temps à coacher et à travailler ma pédagogie en même temps que j'étais combattant en 2010. Ça s'est fait au Candice. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai pu intégrer des teams comme quand j'étais aux États-Unis, au Tap Out. J'ai été aussi au Tristar pendant un an, Tristar Gym chez Georges Saint-Pierre. J'ai énormément voyagé en Thaïlande, une quinzaine de fois pour pouvoir parfaire mon Muay Thai et le striking MMA. Enfin, voilà, j'ai vraiment beaucoup voyagé, j'ai vraiment un gros volume horaire de pratique, un gros volume aussi d'entraînement à l'étranger. Et c'est ce qui a fait qu'après, je me suis dirigé petit à petit vers le coaching, que j'ai continué en parallèle de mes entraînements. Mon dernier combat, je l'ai fait en 2016. Ouais, c'est ça. Voilà, ça Au s'est revoir. soldé par une victoire. Après, je voulais reprendre. Mais voilà, on construit sa vie de famille, etc. Donc du coup, c'est pas si facile que ça. Mais je m'entraîne toujours, un peu moins maintenant. Je m'occupe beaucoup des gens depuis 2018. J'ai fait monter des athlètes en Muay Thai, un champion du monde en Muay Thai MTGP, Muay Thai Grand Prix Michael Benatar. J'ai accompagné pas mal de combattants de MMA, Morgan Charrière, Jean Endoy, Norman Parisi, Johnny Frachet, beaucoup. Ça, de toute façon, c'est sur Instagram que tu as trouvé les archives. Parce que c'est vraiment des archives, tu vois. Et du coup, bah, je me suis dirigé vers le coaching, un passage de diplôme, pédagogie, etc. Et on m'a donné le surnom du scientifique parce que j'aborde ma manière d'entraîner de façon très scientifique, très fight IQ. Je suis très proche de ça. Puis bah, j'ai vu ça très jeune et très tôt en 2010 quand j'étais aux États-Unis, 2011-2012 au Canada. J'ai vu qu'ils étaient en avance. J'ai eu la chance d'avoir été dans les training camps de Georges Saint-Pierre et pas mal de UFC vétérans aujourd'hui parce qu'ils combattent plus à l'UFC, comme Nordine Taleb, etc. J'ai croisé les Kenny Florian, Ivan Menjivar, Yves Jabouin. Vraiment, il y avait vraiment du très très lourd dans cet écosystème. Et pour finir ma présentation, donc je suis passé par plein de clubs en Muay Thai, Kerner Team, NSM Team, US Metro, j'étais coach assistant en lutte. Et aujourd'hui, je suis au NR Fight depuis 2020, donc depuis après le Covid, septembre 2020 jusqu'à aujourd'hui, même s'il y a eu une coupure avec tout ce qui était couvre-feu et compagnie. J'enseigne 3 disciplines au NR Fight, le Muay Thai, la lutte et le MMA. Et depuis depuis septembre 2022, je dirige aussi des compétiteurs, donc lundi, mercredi et vendredi. Et donc du coup, ça permet de construire aussi un petit groupe compétiteur qui avait à la NR Fight. Et en fait, comme il y a plusieurs salles et que je suis dans la salle de République, bah, du coup, j'ai permis
Enfin, aujourd'hui, je peux aussi driver des compétiteurs. Et ça s'est vu le week-end dernier à Évry, au MMA League. Voilà, avec trophée du meilleur club. On a eu pas mal de combattants amateurs qui se sont distingués. Et je trouve que voilà, c'est une très bonne chose. Et voilà, 2023 arrive à grands pas. On va continuer à avancer sur la suite. Voilà pour la présentation. Yes, écoute, de toute façon, on va revenir un petit peu dans les détails de tout ce que tu as parlé sur After Fight. On a le temps, vraiment, on n'est pas pressé. Donc, déjà, j'aimerais savoir comment tu as découvert les arts martiaux, comment s'est fait la connaissance, en fait, avec ce milieu martial. Comment tu as commencé le MMA, en sachant que toi, Yacine, j'ai envie de dire de l'ancienne génération, tu fais partie de ceux qui ont appris un peu tous les arts martiaux pour pouvoir aller au MMA. Donc, dis-nous comment tu as commencé, quoi. Alors, je fais pas partie de l'ancienne génération, je suis entre deux. Il y a eu les pionniers, tu sais, les pionniers, c'était, par exemple, je te prends l'exemple d'un ami, c'est mon ami Jean-Louis Alberche, qui fait partie des premiers, tu vois, à avoir fait du MMA à l'étranger, etc. On va dire que je suis arrivé juste après. Il y avait encore au-dessus de moi, moi je me rappelle quand je combattais, à l'époque, il y avait la BTT, la Brazilian Top Team, qui est à Ivry, donc il y avait Norman Parisi, Johnny Frachet, etc. Je suis arrivé après. Et là, aujourd'hui, il y a la nouvelle génération. Morgan Charrière en a un exemple, et tous les gens que tu vois, Saladin Parnasse, etc., tous les combattants français qu'on a, Mansour Barnaoui, etc. En fait, si tu veux, moi je suis entre deux, donc je suis entre les anciens et entre les nouveaux. Donc c'est un chassé-croisé générationnel que je trouve vachement intéressant parce que du coup, tu gardes toujours un relationnel avec les pionniers, tu vois, et tu gardes un relationnel avec la nouvelle génération. Et donc, du coup, ça te permet aussi, avec ce chassé-croisé, de pouvoir prendre les bonnes choses qu'il y avait avant, notamment, tu sais, le côté mental, du romal, etc. Et le nouveau côté maintenant, gestion de carrière, management, sponsoring, développement du combattant MMA, Instagram, réseaux sociaux, etc. Et en fait, si tu veux, moi, les arts martiaux, c'est simple, j'en fais pas partie. Je suis pas quelqu'un qui a fait des arts martiaux quand il était jeune. J'ai joué au foot, je faisais tout ce qui était roller et skate à l'époque, et je suis tombé sur des DVD du Pride à l'époque, et Mirko Crocop, tu vois, qui est quand même quelqu'un qui m'a séduit. Je voyais ses high kicks qui couchaient les mecs, je disais mais non, c'est pas possible, ce mec-là, qu'est-ce qu'il fait comme sport, tu vois. Et c'était le Pride, donc je louais des DVD, j'ai regardé ces DVD. Après, je cherchais quel club faisait ça en France. Parce que Karaté Bushido et Combat Bushido, c'était deux magazines qui étaient disponibles à l'époque. Et on voyait des clubs comme le Kajin, FFA, etc. Et à côté de mon lycée, puisque j'étais au lycée à cette époque, il y avait un flyer avec écrit Pancras, Free Fight à l'époque, on appelait ça, hein. C'était le Candice. J'ai poussé les portes du Candice en 2004 à l'âge de 17 ans. J'ai poussé la porte, je me suis entraîné, et voilà où je suis aujourd'hui. Si tu veux, voilà, il y a une longue histoire, mais j'ai jamais arrêté. Je suis tombé amoureux de ce sport. Directement, je suis arrivé dans le MMA. Ça veut dire que le MMA m'a fait comprendre qu'il fallait faire du pied-point, de la lutte, du sol et du MMA tout simplement. Mais on n'avait pas cette nouvelle ère que vous avez aujourd'hui, où en fait, si tu veux, l'assemblage il se fait de plus en plus rapidement et aussi de manière mieux qu'avant. Avant, tu vois, tu allais à la boxe anglaise. Donc des fois, aujourd'hui, je retrouve que tu peux avoir certains défauts en boxe anglaise que tu vas adapter au MMA, notamment les déplacements, etc., qui vont pas forcément être bons pour le MMA, mais tu vas pouvoir en fait prendre le nectar de la boxe anglaise aujourd'hui pour l'adapter au MMA, alors qu'à l'époque, t'allais charbonner en boxe anglaise pour avoir un bon niveau en boxe. Donc voilà. Et ton parcours de combattant, tu as fait 5 victoires et 2 défaites. La dernière, c'était en 2016, donc elle s'est soldée, c'était une décision. Ouais. C'était à l'Octogone, je crois. Ouais, c'est ça, c'était à Ouais. l'OFC en Belgique. Et ouais, en fait, si tu veux, sur ma carrière, entre guillemets, hein, parce que voilà, il y en a qui ont eu beaucoup de combats, il y en a qui ont eu beaucoup de mérites que je salue et tout. C'était un peu en dents de scie, mais ça m'a permis justement d'évoluer dans d'autres domaines. Si tu veux, à l'époque, pour trouver des combats de MMA, c'était très compliqué. C'est-à-dire que soit tu allais au charbon, soit tu Ouais. avais quelqu'un qui connaissait et qui t'envoyait un mail, soit sinon, c'était au bonheur la chance. Donc c'était très compliqué. Management, tout ça et tout, c'était pas comme ce qu'il y a aujourd'hui. Et le MMA n'existait pas en France. C'était un peu un sport de paria. C'était un peu une niche, tu vois. C'est pour ça qu'on se connaît tous aujourd'hui aussi.
parce qu'on a évolué tous ensemble, chacun en tant que combattant, en tant que coach, etc., en tant que club aussi, parce qu'il y a des gyms qui étaient plus petits et maintenant qui sont beaucoup plus gros et qui ont plus d'importance et un plus gros nom, ce qui est dû aussi à leur durée dans le temps. Nous, en fait, si tu veux, bah, on avait des combats de temps en temps, mais on se préparait toujours en MMA. Donc, du coup, ça m'a permis, quand il n'y avait pas de combat d'MMA, il n'y avait rien à manger, comme on dit, bah, j'ai fait de la compétition en lutte, en boxe anglaise, en grappling. Et ça m'a permis d'évoluer dans d'autres disciplines en dehors du MMA pour toujours avoir ce parcours de compétiteur au sens large et pouvoir justement partir sur de l'expérience. Et lorsqu'il y avait du MMA, bah, on prenait le combat, on le faisait, peu importe. À l'époque, c'était beaucoup en Europe. J'ai combattu une fois outre-Atlantique au Costa Rica dans un super événement. J'avais fait mon training camp aux États-Unis au Tapout avec Mehdi Bagdad, Ferid Keder, c'est vraiment des anciens du MMA. Bah, Mehdi Bagdad est à l'UFC, hein. Il a fait un passage à l'UFC, donc c'est un partenaire d'entraînement. On a combattu au Costa Rica, ça s'est soldé par une victoire premier round soumission. Très bonne expérience, hein. Surtout vous voyagez de l'autre côté de la planète pour aller chercher une victoire, c'est pas facile, mais on l'a fait. Je l'ai fait et voilà, c'était une très bonne expérience. Mais si tu veux, ça se passait essentiellement en Europe, Belgique, Allemagne, Angleterre, Irlande, Pays de Galles. C'était un peu le parcours qu'on avait. Mais avant le parcours pro, il y a eu le parcours amateur. Nous, on avait un parcours amateur à l'époque en pancrace, donc il n'y avait pas de frappe au sol. Mais moi, je qualifierais ça plutôt d'interclub, parce qu'en fait, c'était 5-6 clubs qui tournaient tout le temps ensemble. Donc c'était Cagine, Candice, Snake Team, Haute Tension, tous ces clubs-là, FFA. Et en fait, on se connaissait et on se fightait et on savait c'était quoi les points forts des uns et des autres. Et on essayait de prendre justement de l'expérience à travers ça. C'était des combats qui étaient vraiment intéressants, beaucoup d'opposition de style. On savait que, par exemple, la Snake Team, c'était une grosse école de strikers. On savait que le Kajin, ils étaient complets. Donc ça faisait des belles oppositions, c'était bien. Il y avait la Hatch Academy aussi, c'était vraiment bien. On a pris de l'expérience, j'ai fait une dizaine ou une quinzaine de combats. Bon, à l'époque, c'était sur des passeports sportifs, c'était pas sur Tapologie, mais ça a permis justement, et j'encourage aujourd'hui ceux qui nous écoutent, à faire un bon passage en amateur avant de passer en pro. Parce qu'une fois que les règles n'étaient plus les mêmes, je me suis pas senti perdu, je me suis senti juste passer une marche supplémentaire, une étape supplémentaire, et voilà. Et j'imagine que tu avais quand même des objectifs quand tu étais combattant, peut-être d'aller, ben justement, tu me parlais de micro-procop, le Pride, d'aller au Pride ou peut-être d'aller à l'UFC, parce que c'était l'UFC à ce moment-là. Est-ce que ces objectifs de peut-être pas les avoir atteints, enfin, tu vois ce que je veux dire? Alors, Le fait moi, que les tu as eu aussi objectifs, 5 victoires quand même. Tu as eu 5 victoires, c'était beau. Pourquoi t'as pas continué en fait? alors, bah, comme c'est en dents de scie, et comme il y a eu aussi des périodes où tu entraînes et en même temps tu t'entraînes, il y a aussi la vie de tous les jours. Moi, je travaille dans les métiers de la sécurité. Avant de pouvoir aujourd'hui être entraîneur à plein temps, d'en faire mon métier, comme tout le monde, bah, je m'entraînais, j'entraînais, j'étais pas forcément rémunéré ou rémunéré à un taux très très bas. J'étais dans les métiers de la sécurité. Ceux qui connaissent les métiers de la sécurité, d'ailleurs, je les salue parce que c'est vraiment un métier où il faut avoir un mental solide. C'est des horaires décalés, c'est du travail qui est dur, c'est du travail qui est ingrat, c'est très difficile. Et voilà, c'était la seule échappatoire que j'avais pour pouvoir justement gagner ma vie et pouvoir m'entraîner du mieux que je peux et surtout voyager. Parce que dans les métiers de la sécurité, ça fonctionne par période et donc des fois des périodes vides de 2-3 mois où tu peux aller t'entraîner à l'étranger comme tu as mis de l'argent de côté. Alors, les objectifs, ils étaient simples. Moi, le premier objectif que j'avais, c'était une cage. C'était juste une cage, en fait. Pouvoir combattre dans une cage. Parce que c'était pas facile à notre époque, du fait de notre jeune âge et un peu ce qu'on voyait. L'UFC, c'était trop loin pour nous. Et puis, regarde, aujourd'hui, c'est sur Instagram, c'est sur TikTok, etc. On voit plus vite le haut de la pyramide. Avant, pour nous, c'était inaccessible, tu vois. Moi, avoir eu en partenaire d'entraînement des UFC fighters, bah, c'était un rêve qui se réalisait. En 2010, je te raconte une anecdote, je m'entraînais avec Marco Minic. Je savais même pas c'était qui, il était au WEC à l'époque, avant qu'il soit acheté par l'UFC. Bah, Marco Minic, on sait tous qui c'est, hein. Et si tu veux, bah, ces gens-là que j'ai pu croiser aux États-Unis ou au Canada, c'était l'aboutissement de quelque chose, d'un passage, en fait, si tu veux, tout simplement naturel. Et les objectifs, à l'époque, c'était dur d'en avoir. Tu vois, si tu signais pas dans une ligue, c'était compliqué. Ça veut dire que tu étais un peu en freelance. Tu allais là où il y avait des combats. C'est pour ça que j'ai combattu dans des événements qui se ressemblent jamais l'un ou l'autre.
dans des pays différents, parce qu'en fait, on te propose un fight, t'y vas. Donc du coup, objectivement parlant, je voulais juste, je pense, aller le plus loin possible et me lancer le maximum de challenges possible. Et c'est ce que j'ai fait sans regret. Aujourd'hui, j'ai pas de regret parce que, si tu veux, je suis franc avec moi-même. Il y a des choses qu'on aurait pu faire, que j'aurais pu faire et que je n'aurais pas pu faire. Et si tu veux, je manifeste aucun regret parce que mon expérience, c'est la mienne. Elle a fait ce que je suis aujourd'hui. Je suis très fier d'avoir fait ce que j'avais à faire. Et puis, bah, aller avec un seul coach, par exemple, en Angleterre ou en Belgique et tout, et te faire insulter par le public, etc., sortir victorieux de ça, c'est magnifique. C'est franchement, t'es personne en fait. Tu viens, t'es un peu le morceau de viande qu'on a donné à l'autre, mais tu viens, tu renverses la situation. Bah, tu te fais respecter, tu es content, tu as gagné, c'est une expérience supplémentaire. Et puis, cette expérience de combattant aujourd'hui, elle fait que je connais le combat et que je comprends le combattant et que je peux accompagner le combattant. Et la transition justement de combattant à entraîneur, elle s'est faite à quelle date précisément et aujourd'hui, comment tu le vis justement d'être entraîneur? Je dirais en 2018, parce qu'en 2018, j'ai vraiment eu un moment dans ma vie où je me suis occupé de beaucoup d'athlètes à plein temps, les accompagner, les préparer, etc. Même certains les affûter, parce que même s'ils n'avaient pas encore de combat, ça reste une marge de progression sur une année ou 2 ans. C'est à partir de 2018 que j'ai compris que ça allait être compliqué de joindre les deux, de faire et entraîneur et combattant. Et c'est à partir de là, en fait, que j'ai compris qu'il fallait faire un choix que j'ai fait, malgré qu'il y a 1 an et demi, j'ai signé avec Resilience Sport Management, qui est mon ami Adrien Kael, surnommé Kael, qui était avant le manager de Fightway, pour ceux qui ont connu Kakuto France, etc., les forums à l'époque, pour pouvoir essayer d'en faire un dernier. Alors j'ai vraiment envie d'en faire un dernier, mais malheureusement, pour le moment, on va dire que c'est pas la priorité, mais du fait que j'ai 35 ans, je vais en avoir 36 très bientôt, que c'est possible parce que j'ai pas vraiment eu, justement avec ce parcours en dents de scie, j'ai pas eu de blessures, contrairement à des camarades d'entraînement que j'ai connus qui ont beaucoup de blessures aujourd'hui et qui malheureusement, même s'ils veulent, bah, le temps rattrape les blessures. Tu vois, donc du coup, ça devient compliqué avec quelqu'un qui sort d'une opération de croisée à 33, 34 piges, c'est difficile, tu vois. Euh, et je pense que voilà, ça sera peut-être une surprise à un moment venu. Mais bon, faut fermer le livre en beauté. C'est dans mon projet et ça se fera au moment où il faut. Ça marche. Et tu as beaucoup voyagé, comme tu l'as évoqué. J'aimerais que tu nous parles un peu justement de la conclusion que tu as pu tirer de ces voyages dans le MMA, que ça a été par le Tristar. Je sais que tu as été au Tristar Gym. Tu as eu la chance de t'entraîner avec Georges Saint-Pierre et d'être aussi entraîné par Firas Zahabi, Ouais. ainsi que la Thaïlande aussi. Enfin, c'est où là que tu as pris le plus de plaisir à t'entraîner? Partout dans le monde, Ouais, sincèrement, partout dans le monde. Et tu sais pourquoi? Parce que le sport, en tout cas le MMA, on s'en rend pas compte, mais c'est international, c'est une famille. Et donc du coup, partout où tu vas, bah, tu pousses les portes d'un gym, euh, tu montres que tu as envie de t'entraîner, tu montres que tu fais le cours comme tout le monde avec toute humilité, et ça t'ouvrira des portes. Sans venir en disant oui, je suis un tel, je suis un tel, je suis un tel. Tu viens, tu t'entraînes, et voilà. Moi, je vais te donner une anecdote, je vais vous donner une anecdote. Lorsque j'ai rencontré Firas Zahabi, qui est un des meilleurs entraîneurs du monde pour moi aujourd'hui, et encore, et qu'il l'était à l'époque, bah Firas, c'est simple. Il m'a rencontré, on s'est serré la main, il m'a demandé quel était mon record. À l'époque, j'avais 3-1 en MMA, ou 2-1, il me semble. Il m'a dit, d'accord, ok, t'as combattu en Europe. Il m'a dit, tu vas venir au cours de kickboxing le jeudi avec tel entraîneur. On verra ce qu'il va me dire. Et après, j'aviserai. Donc, j'ai fait le cours le jeudi. J'ai même fait un sparring avec l'entraîneur qui était très bien. Ensuite, bah, je pense qu'il a dû dire quelque chose derrière. Firas m'a dit samedi, sparring professionnel. Moi, je ne savais pas ce que c'était. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui coule de source, mais à l'époque, moi, je ne savais pas. Donc, j'arrive, je vois Georges Saint-Pierre, Rory McDonald, Kenny Florian, je vois tous ces gars-là. Je dis, oh, ma place, elle est là. Ok. Bah, c'était un test.
J'ai fait 3 rounds, 3 fois 5 minutes, avec des athlètes UFC et W1, qui était une grosse orga. J'avais le t-shirt plein de sang, hein, pour te dire, hein. J'ai saigné du pif. Mais en fait, c'était pour voir si ta place, elle est parmi eux ou pas. Déjà, d'une, avec le recul, savoir si tu es un combattant intéressant pour le groupe aussi et qui va pouvoir en fait évoluer, faire évoluer le groupe. Et numéro 2, si tu as un niveau pour intégrer ce type d'entraînement ou non. Bah écoute, à la fin de ce sparring, il m'a dit, OK, tu peux venir aux entraînements pro, c'est tel jour, telle heure, et il te donne ton ticket. Pendant un an, tu disais. Exactement, en fait, j'avais la carte, et en fait, c'était un peu, on va dire, entre guillemets, un passage obligatoire. C'est-à-dire que tu ne peux pas intégrer, en fait, ce groupe si l'entraîneur, le head coach t'a pas validé, et si toi-même, tu n'as pas le niveau, et c'est pas grave. Tu vois, par exemple, moi, j'allais à ce qu'on appelait les cours amateurs. Mais en fait, c'est quoi amateur? Amateur, c'est juste les gens qui ne gagnent pas de l'argent du MMA. Mais il y avait le petit frère de Firas, Ayman Zabi, qui est aujourd'hui à l'UFC, qui était à l'époque amateur et qui était un sacré pratiquant, qui avait un sacré niveau, qui me donnait du fil à retordre. Et du coup, bah, tu te dis, ouais, en fait, c'est juste une question de mots, amateur, pro et tout. Nous, on en tient vachement rigueur, étymologiquement parlant, mais par contre, ça reste de l'entraînement avec une bonne méthodologie et surtout bah, avec des partenaires d'entraînement tellement divers qu'en fait, des fois, tu tombes sur des gars. Moi, je me rappelle, il y avait une black belt de JB qui était très fort, pas du tout compétiteur. C'était un mec des bureaux, des trading et tout. Mais il était avec nous, les pros, parce que bah, un sacré jiu-jitsu, quoi. Impressionnant. Ouais. Mm. Et là, il n'y a pas très longtemps aussi, tu as été, vu qu'on est dans les voyages, tu as été à Tahiti, justement, où là, par contre, tu étais avec la casquette d'entraîneur là-bas. Alors, Exactement. ouais, si tu peux nous en parler de ce voyage, j'ai pu voir qu'il y a eu un très beau reportage, un passage sur une télé locale de là-bas. Bah, c'est France Télévisions, tu vois, France Télévisions, ils ont France 2, etc. Ils ont les chaînes d'outre-mer et ils ont Polynésie Première. Donc c'est la chaîne locale. Bah, en fait, écoute, ça a été fait grâce à mon manager, donc Résilience, qui manage aussi Flore Annie, la combattante qui s'entraîne avec Carla aux États-Unis. Et en fait, il cherchait un entraîneur pour un stage de MMA, à la base, juste pour un stage. Et en fait, ça s'est défini par la préparation pour le championnat de Polynésie de MMA amateur, d'ailleurs, qui est très bien organisé, avec des sponsors comme Monster, etc. Ça passe à la télé. Vraiment, tu vois, c'était incroyable. À la fin, quand j'étais sur place, vraiment, en plus, les Polynésiens, ils ont du cœur, hein. Ils ont du cœur, ils sont vraiment isolés dans le Pacifique, etc. Certains vont faire leur training camp chez Adesanya en Nouvelle-Zélande, parce que c'est à 5-6 heures d'avion, c'est plus proche. Mais vraiment, tu vois, les gars, c'était la première fois donc qu'un entraîneur de MMA venait en Polynésie, donc j'ai été content d'être le premier, de marquer le nom. Ça s'est fait à Sphère MMA, donc le club. J'ai eu un groupe, donc tout niveau. Donc ça veut dire que j'avais un entraînement, un training camp pour tout le monde, donc pour ceux qui voulaient s'affûter, apprendre, etc. Donc j'ai vraiment eu Muay Thai, j'ai eu des cours, j'ai donné aussi des cours de lutte, boxe anglaise, MMA, et ça a permis en même temps de préparer les compétiteurs. Au final, il y en a eu qu'un qui a fait, parce que comme ils sont pas beaucoup là-bas, du coup des fois il y en a qui se retrouvaient en finale et ou qui étaient gagnants parce qu'il y avait personne dans la catégorie. Ça reste le championnat de Polynésie. Et de cette expérience, en fait, c'était vachement intéressant parce que, tu sais, ça te remet un petit peu en question. Tu arrives quelque part avec ta méthodologie, ta confiance en ta méthodologie, mais en même temps, tu te dis, est-ce que cette méthodologie, elle va leur convenir ou non? Alors, il faut être chargé de confiance, d'expérience. J'ai lancé ça dès le premier cours. J'ai senti vraiment un respect, une alchimie. Et franchement, il y en a, ils ont fait des progrès, mais hallucinants en un mois. J'ai imposé, encore une fois, ma vision, ma méthode de travail. Ça a fonctionné. Euh, Ça a donné des très bons résultats. Encore aujourd'hui, certaines personnes que j'ai eues entre les mains continuent à faire des compétitions, à m'envoyer des vidéos, on communique encore. Et peut-être encore l'année prochaine, un prochain voyage à Tahiti, on verra. Mais en tout cas, c'était une sacrée expérience. Tu sais, voyager à 16 000 km de Paris, avoir des guerriers, ils appellent ça des haïtos là-bas, parce que c'est vraiment une mentalité là-bas.
Ils sont vraiment solides, les gars, hein. Les gars et les femmes aussi, hein, parce que les femmes, quand elles sont à l'entraînement, en Muay Thai, en lutte, etc., elles y vont à 100%. Et ça rajoute, en fait, si tu veux, encore une fois de plus, un, un- un kiff en tant qu'entraîneur de pouvoir aller à l'étranger entraîner. Je l'avais déjà fait en Thaïlande une fois, pendant une semaine, à donner des cours d'MMA, mais euh, là, ça a été vraiment, tu vois, je viens, je gère tout, on m'a laissé les cartes, on m'a laissé travailler avec mes méthodologies, on m'a fait confiance, et le rapport de confiance s'est fait dans les deux sens. Le gym comme moi, et ça a été une très bonne expérience. Et on t'appelle dans le milieu le scientifique du MMA. Est-ce que tu pourrais nous parler de justement quelle est ta vision du MMA en fait? Qu'est-ce qui te différencie de d'autres coachs? Et d'ailleurs, j'invite les gens à aller voir une vidéo sur Karaté Bushido. D'ailleurs, c'est là que je t'ai connu, moi. Et avec Mehdi, j'ai adoré cette Je la scène. vidéo. Ouais, je lui passe le bonjour. On lui passe Ouais, mais sûrement le dis, on lui passe bonjour. ce bonjour. Et franchement, j'étais vraiment impressionné de cette vidéo, de ce qu'elle dégage déjà. Et aussi de tes mots, de ta manière de coacher. Donc, je ne saurais pas le décrire. Je pense, toi, tu vas mieux que le faire que moi. Mais explique-nous ta vision scientifique du MMA. C'est quoi? Ma vision aujourd'hui du MMA, celle que j'ai, globalement, en fait, je vais beaucoup expliquer le MMA. Je vais commencer par les règles, je vais commencer par ce que j'appelle la gestion de l'espace. Je vais commencer aussi par comment avoir une stratégie, comment être tactique. Avant d'être agressif, au mental et manquer de technique, il faut déjà savoir dans quel terrain tu joues. Le terrain, c'est quoi? C'est comme dans tous les sports. Le terrain de football, le terrain de basket, notre terrain, nous, c'est la cage. Comment tu vas faire en sorte que la cage puisse t'apporter un paramètre dominant, un paramètre où tu diriges le combat, un paramètre où tu comprends le combat, comme les échecs, et où tu arrives à t'imposer dans tous les paramètres possibles. Que ça soit le striking, il faut le comprendre, que ça soit la lutte, la liaison, il faut la comprendre, que ça soit le scoring, il faut le comprendre, que ça soit le travail au sol de soumission de ground and pound et le travail de ce qu'on appelle ground game, donc le travail évolutif au sol, il faut le comprendre. Donc je suis vachement sur un travail où j'explique beaucoup aux élèves, j'explique beaucoup, peu importe leur niveau, euh, qu'est-ce que le MMA ou qu'est-ce que le Muay Thai, qu'est-ce que la lutte, mais là on va rester sur le MMA. Et cette compréhension-là, une fois que tu arrives à faire comprendre à quelqu'un les règles et tout ce que je viens de te dire juste avant, tu arrives justement à pouvoir diriger quelqu'un dans ses forces et comprendre ses faiblesses et ses points à travailler. Et j'ai fait un travail pendant un an à la NR Fight avec des fois des... C'est pas péjoratif ce que je dis, mais c'est des gamins, c'est-à-dire c'est des gens très jeunes qui sont arrivés, des jeunes, et en un an, leur faire comprendre tous les paramètres possibles, avec des répétitions, avec différentes méthodologies de travail. Et celle-ci, de la science du sport. Après, le MMA, c'est un sport qui est complètement évolutif. Il fait que évoluer, donc faut s'adapter à l'évolution. Faut regarder ce qui se passe en ce moment, faut être à l'affût. Mais il y a des bases, je pense, à maîtriser. C'est ça que je pense qui ferait la différence aujourd'hui dans mon enseignement. C'est que j'ai compris qu'il y a des bases en MMA. Et ces bases-là, il faut les comprendre. Le déplacement, la distance, la gestion de l'espace, la gestion de tout ça. Toutes ces différentes gestions, si tu les as compris, tu peux avoir une base. Après, ton style, c'est ton style. T'es quelqu'un qui est striker, c'est très bien. T'es quelqu'un qui est wrestler, c'est très bien. T'es plus porté sur la soumission, c'est très bien. T'es plus porté sur le travail intelligent, c'est-à-dire le fight IQ, c'est très bien. Mais avant de créer ton style, je pense qu'il y a une basique à apprendre, à comprendre. Peux-tu nous parler de l'évolution du MMA? Qu'est-ce que tu en as pensé? Parce qu'on peut dire clairement qu'il y a le MMA d'avant et le MMA d'aujourd'hui. Je parle, tu sais, au point de vue Mhm. des styles, des combats. On voit que c'est plus trop pareil. Et l'évolution du MMA en France, vu que justement tu fais partie de cette génération qui l'a connu pas légalisé et qu'aujourd'hui le voit légalisé et qui le voit de partout. En fait, si tu veux, le MMA, il a vachement évolué. On part du départ où c'était ton style versus le mien pour promouvoir
le Gracie Jiu-Jitsu, le Jiu-Jitsu brésilien, un petit peu ce qu'on appelait le pancras à l'époque, Ken Shamrock, Bas Rutten, etc. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire. Je vous invite d'ailleurs à vraiment regarder ça parce que ça fait partie de l'histoire du MMA. C'est comme celui qui aime le foot et qui regarde pas le foot de Pelé, tu vois. Ça, c'est compliqué quand tu es vraiment un amoureux du foot, tu regardes tout. Le MMA, c'est pareil. Il y a eu une évolution qui a été très rapide, mais vraiment très rapide. Aujourd'hui, on a le MMA amateur qui correspond pour moi aujourd'hui au JO amateur. C'est comme la boxe anglaise amateur. Au fur et à mesure, le MMA amateur va devenir les JO, va devenir comme les Jeux Olympiques. C'est-à-dire il y aura de très bons combattants d'MMA amateurs sous ce format de travail, c'est-à-dire 3x3, qui pourront peut-être avoir qu'une carrière en amateur et peut-être pas passer en pro. On n'en sait rien. Mais en tout cas, pour moi, dès que le MMA amateur est arrivé avec l'IMAF, ça a pu promouvoir les nouveaux pros d'aujourd'hui, comme Shimaev, tu vois, qui a eu une carrière amateur incroyable et qui aujourd'hui, bah, regarde où il est. Alors, on se pose les bonnes questions. Est-ce que l'amateur permet justement derrière d'avoir ça? Moi, je pense que oui. Et si tu veux, on a aujourd'hui la case amateur qui n'existait pas avant. On a aussi ce que je disais dans le podcast avec Jess Yodin, Cigar Gang, que je vous invite aussi à regarder. On parlait aussi de ces systèmes de starification qui n'existaient pas forcément avant et qui existent aujourd'hui. Une grosse fanbase peut faire de toi aussi un combattant qui rentre dans les rangs et dans le circuit, parce que c'est peut-être aussi un passeport d'entrée. Et en fait, si tu veux, aujourd'hui, la différence, je dirais, c'est plus au niveau des styles. Aujourd'hui, par exemple, j'ai affaire des fois à des pratiquants, des combattants, des compétiteurs qui n'ont pas forcément fait de la lutte comme j'en ai fait, mais qui savent bien défendre un takedown, utiliser la cage, faire du cage control et fournir les outils nécessaires au MMA. Alors que quand tu as fait beaucoup de luttes, tu vas un petit peu t'égarer parce que tu vas oublier qu'au moment où tu es sur la single leg et que tu la gardes, le mec il peut taper ton visage avec un coude. Et ça, c'est quand tu es dans le MMA système et non dans le wrestling système. Alors, je dis pas qu'il faut pas faire de lutte. Moi, je kiffe la lutte et je pousse les gens à faire de la lutte. D'ailleurs, aujourd'hui, les meilleurs champions du monde sont des lutteurs. Mais par contre, je dis que il faut tout de suite, par exemple, faire de la lutte avec ses petits gants et il faut tout de suite appliquer les règles du MMA. Mettre ton takedown avec cette codification spécifique au MMA. Et c'est là où aujourd'hui, ça évolue. Ça évolue et on a deux types de combattants. C'est pour ça que quand on a eu des rencontres à l'UFC, comme Dillashaw, etc., on a, en fait, tu vois bien qu'aujourd'hui, bah, tu vois, un front kick au visage, ça règle tout. Et ça, c'était des choses qu'on voyait pas forcément avant. Tu vois, cette notion de distance, ça veut dire tu sais que c'est la bonne distance pour travailler ce coup de pied. Voilà, des coups de pied retournés. Avant, il fallait que tu fasses du taekwondo pendant je ne sais combien de temps pour avoir un bon coup de pied retourné. Aujourd'hui, tu le places au bon moment, même s'il n'est pas technique, tu as compris la distance et que tu l'as intégré à ton style, tu peux gagner. Et regarde aujourd'hui, certains combattants ont un style atypique, sont champions grâce à un style atypique, mais aussi ça va être très difficile de les avoir en MMA. Tu peux être très bon en boxe anglaise, mais avoir un très mauvais striking par rapport à un MMA striker qui a les petits gants, qui va beaucoup jouer avec ce travail main en face, avec ce changement de garde, etc., qui est vraiment propre au MMA, qui est pas du tout propre à la boxe anglaise ou au Muay Thai ou au kickboxing. Les mecs vont pas changer de garde toutes les 2 secondes. Par contre, au MMA, c'est quelque chose qu'on voit. Donc, on a aujourd'hui un sport à part entière qui a évolué très très vite et qui évoluera encore. J'ai hâte de voir la suite. Et moi, ça me donne du boulot. Et ça, c'est mon kiff, c'est ma passion. Du coup, ça me donne du boulot, ça me donne des analyses. Et la suite, elle va être très intéressante. Je pense il y aura beaucoup de champions qui vont arriver, une nouvelle génération encore. Et je pense que les ceintures ne resteront pas très longtemps portées par les gars parce qu'il va y avoir vraiment de l'adversité. Il y aura de plus en plus d'adversité d'ici quelques années. D'ici 5 à 6 ans, il y aura de l'adversité. Et retenez bien ce que je dis, vous allez voir un champion, il aura peut-être la ceinture 1, 2 fois, il va se la faire prendre, et l'autre va se la faire prendre, etc., etc. Et c'est ce qui va faire que là, on va rentrer dans un truc, dans un système où le MMA, ça va être quelque chose de très intéressant. Ouais. Et ça va être excellent à voir, ça va être aussi un bon divertissement. Là, aujourd'hui, ça reste toujours un divertissement pour certains, pour les foules, mais on se rapproche de ce qu'on souhaite, en tout cas. Et voilà, moi, j'ai que ça à dire, en fait, sur l'évolution du MMA avant et maintenant aujourd'hui.
où où c'est un sport proprement dit aujourd'hui, alors qu'avant c'était en constitution, c'était en cours de constitution et c'était encore très compartimenté. Ah, super. Ah, super, super. Merci pour l'évolution du MMA. Et j'aimerais qu'on vienne à aujourd'hui, ton actualité. Donc, tu es entraîneur au NR Fight. Yes. Donc, dans plusieurs salles, c'est ça? Il y a plusieurs salles là-bas au NR Fight. Je ne connais pas du tout cette salle. Et est-ce que tu peux nous la décrire un peu par qui elle est gérée, tout ça? D'accord, le NR Fight, comme son nom l'indique, c'est Nicolas Régnier, c'est lui qui gère cette salle. Il y en a trois, donc il y a trois salles, deux dans le 13e et dans le 11e. Moi, pour des raisons géographiques, je suis dans le 11e. Voilà, donc je reste dans le 11e lundi, mercredi, vendredi, comme je te disais. Donc j'ai du MMA tout niveau et du MMA compétiteur et du Muay Thai et de la lutte aussi. Et donc voilà, depuis 2020, le petit bonhomme de chemin, on a tout public. Moi, j'ai tout public en face de moi et c'est ce qui me donne aussi une sacrée expérience et c'est ce qui me donne aussi encore plus de bagages et plus de kiff parce que pour moi, j'estime que entraîner à haut niveau, je l'ai déjà fait, je l'ai fait, je sais ce que ça vaut, je sais comment le faire, mais prendre quelqu'un à zéro et lui faire comprendre par exemple le MMA avec ma méthodologie de travail, bah, c'était mon défi. Et le fait de pouvoir enseigner au NR Fight et d'avoir cette liberté, de pouvoir faire mon propre programme. Moi, je travaille sur un mois, par exemple, au mois de septembre, par exemple, je pourrais te dire, on a commencé par le travail de striking de distance. Donc, comment travailler pour pas se faire clincher, juste se faire clincher, rien de plus. Donc, c'est-à-dire casser la distance, casser, rentrer dans cette mi-distance ou dans ce clinch, juste avec le bras avant et des changements de garde. Et il y a des mecs, c'était leur premier cours. Mais à force de refaire des exercices, leur donner des thèmes, beaucoup de thèmes, bah en fait, tu te rends compte qu'au bout d'un mois, à la dernière semaine, le gars qui est venu, qui sait même pas mettre un jab, qui sait utiliser son bras avant, il arrive à comprendre ce thème et le mettre en place. Donc quand tu vas lui expliquer, comme il comprend, il l'applique et il réussit. Et donc, bah voilà, moi je suis là-bas le lundi, mercredi, vendredi. Ceux qui veulent passer sont les bienvenus, ceux qui veulent s'inscrire sont les bienvenus. Tout le monde est logé à la même enseigne lors de mes entraînements, compétiteurs ou j'essaye de mettre vraiment un pied d'égalité avec tout le monde, hommes, femmes, adolescents, enfin voilà, on a tout public. Et c'est ce qui fait cette richesse en tant qu'entraîneur, parce que en tant que personne qui cherche aussi moi je cherche aussi, bah, comme tout le monde, hein, l'excellence. Je cherche à donner le meilleur à tout le monde. Bah, d'avoir tout public, ça te remet aussi en question et ça te fait comprendre que bah, t'es pas là que pour les compétiteurs, tu es là pour tout le monde, tu es là et pour les compétiteurs et pour celui qui n'a jamais pratiqué et qui veut juste en fait devenir un bon pratiquant. Voilà. Tout à l'heure, tu parlais de Morgan Charrière qui est là-bas. Il y a aussi, il me semble, là récemment, il y a Alexandra Tekena aussi qui s'entraîne Ouais. là-bas. J'ai pu voir aussi une vidéo de toi avec Nassim. Bon, Yes. j'ai pas son. Ouais, très intéressant. Qui tu peux nous citer comme grand combattant qui a au Bah, NR Fight? il y a Jean Ndoye qui est aussi professeur là-bas et qui est un ami, qui est un frère d'armes et de guerre et un frère du quartier aussi, parce qu'on est du même quartier dans le 18e arrondissement. Il y a beaucoup, en fait, il y a une plus grosse équipe amateur que pro, mais il y a Mehdi Ben Lagdar qui a rejoint le Ouais. NR Fight il y a pas longtemps. Il y a vraiment pas mal de combattants. Après, voilà ceux qui sont le plus vus sur les réseaux sociaux et ceux qui sont un peu le moins vus. Mais il y a quand même une bonne équipe, il y a quand même une bonne dynamique. Et il y a aussi, bah voilà, il y a le travail pédagogique. Il y a Johnny Frachet en tant qu'entraîneur, il y a Jean Ndoye, il y a moi. Donc en fait, c'est un travail, on va dire entre guillemets triangulaire où bah, j'ai vu ce week-end par exemple bah, que ceux que j'ai un peu moins vus, mais que j'ai coaché en compétition, il y avait vraiment un travail intéressant qui a été fait en amont et un travail qui a été fait le jour J en tant que coach pour moi-même, qui fait que ça a pu mener à la victoire. Ça reste un travail d'équipe, ça reste un travail très intéressant et ça reste aussi également un travail prometteur. C'est ça qui est intéressant. Et voilà, et du coup, bah, tous ces combattants-là, bah, vous allez voir, hein, de toute façon, il y en a qui sont programmés sur des fight cards, que ce soit en France ou à l'étranger. Voilà, c'est super intéressant de voir
les tout différents styles, s'entraîner aussi ensemble parce que ça apporte une plus-value, mais aussi également des gens peut-être pour moi, pour ma part, qui commencent la compétition. Donc ça permet de leur mettre le pied à l'étrier et de pouvoir avoir une évolution avec eux, pour eux et dans le futur. Et puis les combattants pros qui, des fois, changent de team, intègrent une team, comme le NR Fight, ou changent de team, etc. Et viennent prendre tout simplement ce qu'ils ont à prendre, parce que c'est tout à fait normal. Je l'ai été, moi j'ai été combattant. On pêche là où il y a du poisson, hein. S'il n'y a pas de poisson là-bas, j'irai pas pêcher, tu vois ce que je veux dire. Donc Bien du coup, sûr. c'est tout à fait normal en tant que combattant aussi de dire, tiens, il y a tant de combattants là-bas, ça me correspond, il y a une catégorie de poids qui est proche de la mienne, je vais aller m'entraîner au NR Fight, ou voilà, tout simplement. Super. Yacine, on a évoqué donc ton parcours de combattant, entraîneur, parler de ta vision du MMA, l'évolution. Et j'aimerais aussi parler de cette troisième casquette d'entrepreneur. Aujourd'hui, tu as créé une marque de vêtements. Oui. Là, on peut le voir, tu as un super t-shirt qui s'appelle Grand Endpoint City. Et il y a aussi les t-shirts solides. J'ai pu voir que tu avais fait des coups d'hier. Parle-nous de cette marque. Qu'est-ce que c'est d'être solide, de porter du solide? Solide, c'est un état d'esprit. Moi, si tu veux, pour vous faire comprendre les choses, ma société, elle allait très mal pendant le Covid, comme tout le monde, parce que c'est une société, où j'ai une boutique sur Internet, j'ai un stock sur place, c'est moi qui fais tout, c'est moi qui organise tout, je m'occupe de la communication, c'est pas facile, mais comme c'est mon idée que j'y crois, et le mot solide m'est venu à l'esprit à ce moment-là où j'ai pu relever la pente en plein Covid, donc ne pas fermer la boîte, sortir un nouveau modèle. Et aujourd'hui, solide, tout le monde, on va dire entre guillemets, majorité de monde voit du solide, on va dire entre guillemets un peu partout, que ce soit du t-shirt ou du sweat. J'essaye de faire en sorte aussi également de donner un bon produit, parce que comme je dis, c'est à mon image. Moi, je suis quelqu'un Ouais. de travailleur et j'ai envie que les choses se fassent bien s'il faut prendre du temps. Donc des fois, je prends du temps à sortir des modèles, etc. et tout, mais comme je travaille tout seul et que je fais tout seul, je veux du produit de qualité pour que les gens aient entre les mains un produit de qualité. C'est lié aussi au sport de combat, hein, au sport collectif. Parce que, par exemple, j'ai sponsorisé une équipe de rugby à 7, solide sur leur short. Le rugby, c'est un sport d'équipe, c'est un sport solide. C'est pour ça que je parlerai plutôt d'état d'esprit, mais c'est né dans les sports de combat. Et j'ai pu aujourd'hui créer cette gamme de shorts, fight short, MMA fight short, de rash guard, de coudières aussi, parce que moi j'aime bien les coudes, hein, salade de coudes obligé, j'adore avec le mouet. Et les coudières MMA, moi j'en cherchais. C'est-à-dire que moi je pouvais pas m'entraîner, je pouvais pas mettre de coudes si j'avais pas de coudières. Et à l'époque c'était très compliqué d'en trouver. Maintenant aujourd'hui tu peux en trouver, mais c'est aux États-Unis, etc. Donc j'ai décidé de fabriquer mes propres coudières, simples, sobres, très confortables à porter, où il y a écrit solide dessus. Donc de les commercialiser. Et voilà, donc ce projet d'entrepreneuriat, il est complètement lié en fait à mon mode de vie, même si ça reste très dur, le textile, très dur de faire sa marque de vêtements, mais je lâcherai pas l'affaire parce que je suis solide et que tout le monde doit être solide dans la vie de tous les jours. Toi aussi, ton podcast, les gens qui nous écoutent, solide, c'est un état d'esprit. C'est l'état d'esprit de la personne qui lâche rien malgré les difficultés. C'est l'état d'esprit de la personne qui va à l'entraînement malgré la fatigue, le train, le RER, le vélo, est-ce que tu veux la trottinette, la pluie, -6, -9. Solide, c'est tous les kilomètres que tu parcours pour t'entraîner. Solide, c'est tout ça. Et quand tu es légitime parce que tu sais que tu es solide, tu rentres dans cet état d'esprit. Homme, femme, peu importe, on s'en fiche. Nous, ce qu'on veut, c'est juste avoir ce mot en tête et cet état d'esprit en tête. Et donc aujourd'hui, il y a pas mal de produits encore qui vont arriver. Je me permets de faire une promotion, hein. Mais vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Et pour Et la petite anecdote, je te coupe avant que tu fasses ta promo. J'en ai même vu à l'UFC Paris. tu Il y vois, avait c'est des une belle gars. surprise. Ah, ouais, vraiment. Justement, quand t'en parlais, tu disais tout le monde en porte un peu dans le game. J'en ai vu à l'UFC Paris et j'ai une petite pensée pour toi, tu vois, parce qu'on devait déjà se capter pour faire le podcast et j'ai dit waouh. Et franchement, non, c'est un beau concept et le textile rend bien. Donc, où c'est qu'on peut en trouver? Je te repasse. Sur le site internet, de la boutique.
dmtcshop.com. Et si tu veux, en fait, maintenant, je vais me lancer dans tout ce qui est gants, protège tibia, gants de boxe, etc. C'est Ok. le projet futur. Moi, mon projet à moi, c'est de les faire fabriquer en Thaïlande, parce que pour moi, la Thaïlande, c'est la terre de la boxe pied-point. Et donc, du coup, avoir des gants de qualité, des protèges tibia de qualité. Et puis, pourquoi pas, on l'a déjà fait. Je l'ai fait, j'ai sponsorisé des athlètes, kickboxing, MMA, etc. Ça va continuer, ça va grandir. Maintenant, voilà, chaque chose en son temps, en même temps que j'entraîne, en même temps que je coach. J'ai cette casquette-là, j'ai toutes les casquettes. Et l'entrepreneuriat, euh, l'entrepreneuriat, être son propre patron et travailler, ça a des bons côtés, ça a aussi des côtés un peu moins bons, mais ça a cette liberté de pouvoir créer, croire en ses idées, le faire et ne pas lâcher l'affaire. Et même si ça marche pas, avoir cette espèce de fierté d'avoir essayé quelque chose. C'est même pas une espèce de fierté, c'est une fierté. Tout ne va pas forcément marcher, mais il faut le faire. Faut pas s'asseoir sur ses idées, faut y aller, faut être culotté, faut le faire. Et voilà, croyez en vos projets. Regardez, moi, quand j'ai créé Solide et que j'ai fait juste le premier t-shirt, comme tu dis, Kevin, tu m'aurais dit, quelqu'un porte un t-shirt ou un sweat Solide à l'UFC Paris, je t'aurais dit, waouh, voilà. Et on verra ce que ça va donner plus tard. Mais on y croit et on va continuer à avancer dans ce sens-là. En tout cas, je te souhaite réussite dans ce milieu-là aussi. Et Grand Pound City, pardon, ça, c'est ce petit côté GTA, c'est quoi? Ouais. C'est déjà, c'est un clin d'œil à GTA. Et c'est quoi GTA? C'est un jeu que t'as joué. Du coup, tu t'es dit, pallier le MMA avec le jeu, c'est pas mal. Explique-nous. Alors en fait, je vais t'expliquer comment c'est. Tu vois, c'est pour ça que je te parle d'idées de création et d'être culotté. GTA, tout le monde connaît, hein. On connaît l'écriture, Vice City, etc. Et si tu Claire. veux, comme je te disais tout à l'heure, dans ma méthode d'entraînement, j'avais mis 1 mois de ground and pound aux élèves. Donc travail au sac, etc. Et tout. Et je leur ai dit, les gars, vous êtes dans la municipalité de Grand Pound City. Et je suis le maire de Grand Pound City. Vous allez travailler le Grand Pound pendant 1 mois et vous allez gagner les élections. Et si tu veux, c'est marrant parce que c'est rentré dans leur tête, ça passe bien. Regarde, l'écriture, elle passe bien et tout. Et pas mal de fighters à l'international que j'ai sur Instagram, parce que c'est un Grand Pound City, c'est international, c'est anglais, tu vois. Et qui m'ont demandé ce t-shirt et tout. Et j'en ai pas fait réellement la promotion. Benoît Saint-Denis le porte, hein, sur Ouais. certaines vidéos, tout ça et tout. D'ailleurs, un clin d'œil à lui, big up à toi, Benoît. Et, euh, et du coup, tu vois, c'est un peu, on va dire, entre guillemets, un produit que j'ai pas encore, tu vois, parce que j'ai pas mal d'UFC vétérans, tout ça et tout, à qui je voulais l'envoyer pour qu'il me fasse un petit coup de pub, etc. J'ai pas encore mis ça en place, parce que, comme tu sais, j'ai 1 milliard de choses à gérer. Mais Gordon Point City, tu verras. Tu le verras sur des fighters, de MMA, sur des fighteuses aussi, etc. Là, pour l'instant, ceux qui l'ont, on va dire, entre guillemets, même s'il est disponible sur le site internet, c'est vraiment une niche. C'est les gens qui l'ont repéré. Et c'est vraiment un clin d'œil à GTA, c'est aussi un clin d'œil à notre sport, parce que voilà, on a réussi à allier ce jeu vidéo très populaire auquel on a joué et le Grand Pound qui est quand même la différence entre notre sport et tous les autres sports. La frappe au sol, c'est spécifique que au MMA et ça restera spécifique que au MMA. Et donc voilà, donc du coup, moi je suis très content parce que c'est une idée que j'ai eue dans mon jardin en fumant mon cigare et j'ai dit je vais le faire et je l'ai fait. Terrible, terrible. Et j'aimerais aussi qu'on parle de ton côté YouTuber. On va parler encore d'une autre casquette, le MMA Secret Lab. D'ailleurs, avant même de parler de cette chaîne YouTube, j'invite vraiment tous les gens qui le connaissent pas encore, ce podcast, à aller le voir. J'ai même envie c'est même plus qu'un podcast, en fait. C'est un documentaire. Chaque vidéo est un documentaire et on prend plaisir à l'écouter, vraiment. Pareil, c'est né d'une idée comment? Explique-nous. Le MMA Secret Lab, si tu veux, c'était à l'époque la salle que j'avais à disposition à Bobigny, dans la ville de Bobigny, par un ami Reda Amara, qui est dans la fédération, qui me l'a prêté
pour pouvoir m'entraîner avec des fighters, tu vois. Et j'avais appelé ça le MMA Secret Lab. Donc c'était ça un peu le groupe WhatsApp que j'avais fait. J'ai gardé ça, j'en ai fait un logo, j'en ai fait une salle dans un endroit secret, parce que c'est un peu le but du MMA Secret Lab. Et puis, je me suis dit que de cette salle-là, je pouvais justement l'utiliser en studio vidéo et inviter des gens que j'ai dans mon entourage, lutteurs comme Gilles Nugue, Christophe Clavier, qui est en équipe de France de lutte, Rodrigo Alamos, le ténor du Muay Thai, beaucoup de mon ami et prof Hamid Znazjitsu, Mehdi Othman, beaucoup de gens sont passés au MMA Secret Lab, Valentino en préparation physique. J'ai même tourné une émission que j'ai appelée Secret Corner, où il y a 2 épisodes. J'ai pas pu continuer malheureusement pour des raisons financières, parce que ça coûte d'avoir une équipe de prod, etc. C'était vraiment pro. J'ai eu Rémi Physio, mon ami Rémi Lancou, qui nous a parlé de prépa physique au premier épisode, et on a eu Morgan juste après qu'il ait eu sa ceinture au Cage Warrior. Les épisodes sont disponibles et c'est très intéressant parce que j'avais envie d'aborder lors de ces émissions, lors de ce test, cette émission test, une espèce de sincérité avec les fighters ou avec les gens que j'avais. J'en ai eu que 2, hein. J'ai eu Rémi et Morgan, mais une espèce de sincérité qui ferait la différence. Et il y a des messages qui sont forts dans ces émissions, parce que comme c'est des gens que j'ai connus dans le sport de manière un peu plus intime, c'est-à-dire que Rémi, c'est mon ami, on a combattu ensemble dans le même club. Morgan, j'ai pu le coacher, j'ai pu faire partie de ses training camps avant, quand il était plus jeune, et du coup on a pu avoir justement une émission qui se distinguait un peu des autres médias, où j'ai pu avoir en fait des réponses plus réelles et plus authentiques, en fait, quand il nous parlait un peu de sa vie, qui était un peu dur, quand il travaillait dans la restauration et tout, qui s'est accroché, qui est un message que j'aime bien, moi. Un message que moi j'aime bien, qui dégage vraiment de l'humilité et du travail. Et toutes les autres vidéos que j'ai pu mettre en place, c'est en répondant à des problématiques qu'on puisse trouver, comme comment se motiver, comment s'entraîner après une blessure, comment éviter la blessure, etc. Et j'ai fait une pause parce qu'en revenant de Tahiti, j'ai eu pas mal de problématiques à gérer, mais vu que tu vois là, je l'ai le micro, j'ai tout, je vais partir aussi sur des podcasts sur la chaîne Ma Secret Lab, et on va reprendre sur les séquences d'entraînement avec un calendrier, parce qu'il y a plein de tutos aussi techniques, et je faisais aussi des analyses de certains combats comme notamment Francis Ngannou contre Cyril Gane, Cyril Gane, qui a un peu propulsé la chaîne, qui m'a fait connaître, parce que cette analyse, elle était intéressante, elle était round par round. Je trouvais que c'était un format qui était intéressant à faire, et aussi expliquer aux gens ce qui se passait stratégiquement, comment les juges ont compté, etc. Pourquoi un tel a gagné, pourquoi un tel n'a pas gagné, etc. Sans rentrer en fait dans des clans, mais juste en fait dans un travail d'analyse, tout simplement. Puis j'en ai fait quelques-unes, mais ça prend énormément de temps. Et comme tu le dis, tu vois là, on parle de YouTube, mais avant il y avait quoi? La marque de vêtements, le coaching et ça et ça. Donc tu vois, ça fait beaucoup. Tu dors quand, Yacine? Je te jure que je rêve de rentrer, tu vois, dans un cryotube, tu vois, les trucs que tu vois dans un film de science-fiction, dormir 10 ans et revenir après et dire bon les mecs, on est là, j'ai pas vieilli, on reprend. Non, je dors, mais comme tu dis, dans 24 heures il y a une journée, mais c'est avant tout aussi un plaisir de pouvoir faire ce qu'on veut dans la vie, ce qu'on a envie de faire. Et c'est ça en fait qui fait qu'après derrière, même si tu es fatigué, même si tu travailles 7 sur 7, tu construis avec tes propres mains, tu vis avec tes propres pensées, et tu agis avec tes propres actes, et tu réussis tes projets ou non, mais au moins tu as le mérite de construire des projets. Et vraiment, en vrai, ça fonctionne. Faut juste être confiant, le faire, et comme je disais tout à l'heure, voilà, faut avancer. Donc voilà, YouTube, ça va reprendre. La dernière vidéo que j'ai postée, c'était à Tahiti. Ça va reprendre, et puis je réponds à tous les abonnés sur les commentaires et tout. Juste une petite pause, mais on va reprendre, et puis de toute façon ceux qui veulent s'abonner, ceux qui veulent laisser des commentaires, ceux qui veulent passer sur la chaîne. Merci, c'est cool à toi Kevin, et pareil, ceux qui font partie des abonnés du MMA Secret Lab, il faut s'abonner à After Fight pour pouvoir avoir des podcasts de qualité, travailler. Merci beaucoup. C'est sincère, et tu vois tout cet échange là,
qu'on a depuis tout à l'heure. C'est un échange qui est vraiment intéressant d'un point de vue, déjà pour toi, sur tes questions, elles sont vraiment pertinentes. Et aussi derrière, sur le travail que tu me permets de pouvoir exposer aux gens. Et justement, moi, je suis un grand passionné de ta chaîne YouTube et je le dis ouvertement, ça me manque tes vidéos depuis quelques temps. Et, euh, et justement, j'ai préparé quelques petits sujets vite fait, vu que tu as loupé de l'actualité, mais je sais Ouais. très bien que tu es au courant. Euh, Adesanya Pereira, qu'est-ce que tu en as pensé rapidement? Je sais que tu pourras pas aller autant dans les détails que sur ta chaîne. Donc voilà. Euh, Adesanya Pereira, je pense que il a été surpris. Adesanya, il a été surpris. Je pense que ça s'est joué aussi à cette distance que Pereira maîtrise mieux que Adesanya, qui est la mi-distance et pas la distance longue. Adesanya, sa force, c'est sa distance longue. Pereira, il est très fort en distance courte, mi-distance. Et du coup, il s'est fait surprendre. Il a perdu. Moi, je pense qu'Adesanya, s'il revient, il gagnera. Parce que c'est Tu comme pensais qu'il son. allait perdre déjà Non, à la base? non, moi je pensais qu'il allait gagner. Je me suis trompé, mais après Pereira, j'ai pas été de ceux qui disaient bon, il l'a battu au Glory, il le battra à l'UFC. Il y avait énormément de pression pour Adesanya sur ses épaules à ce moment-là, parce que c'est un adversaire qui l'a mis KO dans une discipline différente du MMA. Mais il y avait aussi une pression, il devait prouver qu'en MMA c'était lui le patron et pas l'autre. C'était au quatrième round, donc du coup c'est un peu comme Kamaru Usman, c'est un peu avant la fin du match. Mais mais j'ai hâte de voir la suite parce que je connais pas trop City Kickboxing Academy, comment ça fonctionne et tout. Par contre, on a Volkanovski, on a vraiment des fighters, des gros champions, et Eugene Barnes, qui est un coach que j'ai analysé, parce qu'à un moment, j'ai analysé les forces d'Adesanya. J'ai fait une analyse scientifique sur Adesanya qui était disponible, qui est toujours sur YouTube. Et en fait, si tu veux, c'est un coach qui est très intelligent, qui a une méthodologie d'entraînement très intéressante quand on trouve le peu de vidéos qu'on a de lui. Et je pense que les outils seront mis en place pour que Adesanya récupère son titre. Ou en tout cas, reprenne en tout cas du galon. Ça, c'est sûr. Un champion, ça comprend ses erreurs et ça revient disputer le titre pour le reprendre. On en a eu plein des exemples. On a eu Georges Saint-Pierre que j'ai connu personnellement, qui a perdu assez vite et qui a gagné assez vite. Qui a mis d'accord tout le monde. Ça fait partie du parcours du champion. Je pense que tu diras la même chose du coup pour Kamaru Usman vs Leon Edwards, Ouais. grosso modo. Et un autre combat aussi, est-ce que tu t'attendais à ce type de résultat? Charles Oliveira vs Islam Makhachev, combat qui, déjà, je pense que Oui, en tant que je m'y passionné, attends. tu devais l'attendre ce combat, mais est-ce que tu pensais que Charles Oliveira allait céder aussi rapidement quand il s'est fait amener au sol? Enfin, quand il a Quand il pris a un, pris ouais, ce ce crochet en crochet. même temps qu'il mettait le genou. Alors, moi déjà, je pariais Makhachev. D'ailleurs, j'en ai parié Ouais. avec un ami. Ce soir-là, on était ensemble, on a regardé ensemble le fight. Je pariais Makhachev. Je pensais pas qu'il allait soumettre aussi vite au deuxième round avec un bras-tête. Mais par contre, je pensais que ça allait être une stratégie similaire à ce que tu vois, c'est-à-dire du combat Fight IQ. Ça l'a été, mais la soumission, c'est vraiment, on va dire, c'est vraiment ce qui clôt le débat. C'est-à-dire vraiment là que Makhachev soumette Oliveira, qui Oliveira a beaucoup de records en soumission, qui est quand même quelqu'un très fort en jiu-jitsu, qui a un bon pied-point, qui a travaillé sa lutte. Je sais pas comment son training camp s'est passé, mais quand j'avais vu l'UFC Countdown et que j'avais vu qu'il se préparait en lutte avec un Iranien et beaucoup en lutte, je me suis dit c'est bizarre en fait de se préparer en lutte contre un lutteur. Il vaudrait mieux mettre aiguiser ses armes fortes. Après, je suis pas dans le camp d'Oliveira, je sais pas comment il gère, etc. Mais Makhachev, c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience judo sambo lutte. Mais depuis qu'ils sont gamins, les mecs, ça veut dire que c'est dans leur ADN. Donc, ça va être très difficile de pouvoir lutter ou, même si c'est pas impossible, c'est pour ça que j'utilise le mot difficile, très difficile, de pouvoir avoir ce compartiment-là, en tout cas, de pouvoir le travailler pour l'avoir. Parce qu'au final, c'est quoi qui s'est passé? C'est un crochet et c'est un bras-tête. Ça n'a même pas été une souplesse arrière ou plein d'arrachés comme Khabib ce qu'il faisait. Et Islam, c'est un combattant qui est différent de Khabib. On va dire moi je pense qu'à aiguiser certaines armes que Khabib avait un peu moins, comme notamment le pied-point.
Tu vois, il a un beau pied-point, il envoie des coudes. On a vu Khabib envoyer très rarement des coudes debout. C'est quelqu'un qui travaille les coudes. C'est quelqu'un qui a plutôt une bonne boxe anglaise. Après, on voit beaucoup de similitudes sur les amener au sol, un peu plus type judo de la part de Islam, un peu plus type lutte libre de la part de Khabib, arraché, etc. En tout cas, travaille sur les jambes. Et ça reste, c'est pour ça qu'il s'occupe d'Islam. Je pense que vraiment, c'était un peu, on va dire, entre guillemets, son successeur. Mais moi, je pensais qu'Islam allait gagner, mais je te dis la vérité, je pensais décision unanime, tu vois. Tu vois, un travail de scoring, un travail de gestion du combat, voilà, pour vraiment gagner. Mais là, ça s'est fait très, très vite et hâte de voir la suite avec Islam. Dernière question avant de sortir de la sphère du MMA Secret Lab. Un retour de Conor McGregor, est-ce que tu crois ou pas? Conor, c'est un combattant qui a énormément de qualité. Conor, c'est un combattant qui est vachement charismatique. Conor, c'est quelqu'un peut-être qui aujourd'hui a laissé du temps passer, a laissé un peu de temps passer avant de revenir. Alors, il a pris de la masse apparemment musculaire. On n'a pas beaucoup vu de vidéos de lui de l'entraînement. On a plus vu des vidéos de lui sur la croisette de Cannes en France, etc. et tout. Je pense que quand même, ça reste quand même un combattant très dangereux, un très grand champion. Parce que quand tu l'as été, même si tu l'es plus, tu l'es toujours. C'est un titre à vie, hein. C'est comme être président. On t'appelle Monsieur Président toute ta vie. Je pense que Conor, il peut nous surprendre. Je ne sais pas dans quels paramètres, mais je dirais qu'il peut nous surprendre parce que Conor, ça reste quand même un combattant qui vient de loin, qui a connu des situations, qui a connu des organisations comme le Cage Warrior, etc., qui a fait une ascension à l'UFC, qui a prouvé qu'il gagnait contre des champions, qui a aussi prouvé qu'il menait quand même des combats jusqu'au bout contre d'autres champions. Donc je pense qu'il peut nous sortir quelque chose. Après, y croire ou pas y croire, ça, euh, moi, en tant qu'entraîneur, je serais plus pragmatique. Je dirais plus, j'ai hâte de voir ce qu'il va nous proposer, ce que son coin, son camp, son training camp va nous proposer. Et gagner ou perdre, je sais pas. Je pourrais pas te dire. Et c'est pour ça que moi, en fait, gagnant ou perdant, ne me suivez pas si vous faites des paris parce que voilà, même si des fois je me trompe pas, je me dis j'aurais dû parier de l'oseille parce que je suis très porté sur les styles, etc. Je pense plus à la performance, à la préparation, à la gestion de la préparation, tout ce qui s'ensuit en fait l'envers du décor qui est beaucoup plus intéressant pour moi. Ce qui se passe dans les coulisses, c'est plus intéressant pour moi parce que ce qui se passe dans les coulisses détermine ce qui se passe le jour du combat. Et les coulisses, ça intéresse une niche, ça intéresse moins de gens. Mais c'est normal, hein. Dans un match de football, par exemple, on regarde le match et on n'a un peu rien à secouer de l'entraînement ou de ce qu'il a fait à l'entraînement ou du type d'entraînement qu'il a eu pour préparer sa compétition. En tout cas, la globalité des gens s'intéresse Oui. un peu moins à ça. Mais tout le monde, au final, attend le résultat final, c'est-à-dire le duel, le combat, le résultat, la façon dont le combat est gagné, la façon dont le combat est mené, les Ouais. rebondissements aussi. Et c'est ça qui fait la beauté de notre sport. Super, ben merci d'avoir répondu à ces questions que je me Avec posais plaisir. et peut-être que les abonnés de ta chaîne se posaient aussi. On va parler aussi de Cigar Club, nouveau podcast qui Cigar arrive. Gang. Gang? Ah, c'est pas Ouais. club, c'est Non, gang. Cigar Gang. Ouais, C'est Cigar Club, ça serait plus, je pense, une autre chose. Cigar Gang qui arrive dans le game. Nouveau podcast de MMA que tu partages avec Jess Liodin. Donc, ben moi, c'est bien, tu me l'as fait découvrir, ce monsieur, UFC Mhm. vétéran en plus. Ouais. Bon, aujourd'hui, qui est acteur apparemment, il est dans les films. Oui, oui, il joue dans pas mal de films. Il nous fera sa bibliographie, sa filmographie, pardon, sa filmographie dans les différents épisodes qu'on va choisir. Bah, cette idée, on l'avait parce que on partait souvent sur les lives Instagram à l'époque. Et les lives Instagram intéressaient les gens. Ouais. Lui, on l'a invité dans pas mal de podcasts et on s'est dit, tiens, viens, on fait quelque chose tous les deux. On s'y met, on lui trouve un nom. Et on avait le hashtag Cigar Gang parce que tous les deux, on est des fumeurs de cigares. On aime ça, donc dans les différentes stories, on aimait bien voilà, se taguer Cigar Gang, Cigar Gang. Donc, c'est venu de là. On fume pas le cigare pendant ça, hein. On est juste des amoureux. C'est pour ça qu'on l'appelait comme ça. On a commencé le premier épisode où on a parlé des étapes pour arriver à l'UFC. Donc,
à travers le temps, à travers son expérience à lui, à travers ma vision des choses. On partage un épisode comme ça, il dure 50 minutes, un podcast. Et nous, ce qu'on disait, c'est qu'on recherche une niche. On recherche vraiment une niche de gens qui vont apprécier, écouter, partager et passer un bon moment avec nous. Du coup, Cigar Gang, là, on a parlé de ce premier sujet-là, mais on va aborder du MMA, des arts martiaux, des films. On va parler aussi des films. On va parler de l'entrepreneuriat, le business, le management, toute cette sphère-là dans laquelle on a baigné, les expériences aussi propres à chacun, les anecdotes, de l'authenticité en fait. On va essayer de partir sur vraiment quelque chose d'authentique. Et on a tourné le premier épisode. Un régal, vraiment. Voilà. Je l'écoute. Merci Je beaucoup. l'écoutais sur la route. Ça coule comme de l'eau. Vraiment un plaisir d'avoir écouté ce podcast. Donc vraiment, j'encourage et j'invite les gens à aller l'écouter. Enfin, si vous êtes fan de MMA, vous allez vous régaler. Puis vous avez l'avis et l'expertise de deux personnes qui s'y connaissent énormément, quoi. Merci beaucoup. Et Non, nous, vraiment. on s'organise donc pour 2023 pour essayer d'avoir des sujets. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous regardez l'émission, à poster en commentaire ce que vous en avez pensé, mais d'autres sujets aussi, d'autres idées de sujets. Parce que nous, on partira justement sur quelques épisodes et peut-être s'élargir sur Spotify, Google Podcast, etc. Pour l'instant, c'était le premier. Il fallait qu'on le fasse. On l'a fait. On va essayer de proposer du contenu encore plus intéressant, authentique. Et voilà, comme ton contenu à toi, on essaye de répondre à du MMA authentique, à du MMA réfléchi et surtout à du MMA de qualité. Yacine, on arrive en fin d'interview. Chez Très bien. Afterfight, en chaque fin d'interview, il y a le 5. C'est un petit questionnaire de 5 questions préparé spécialement pour les invités. Yes. Est-ce que tu es prêt? Ouais. Yes. Alors, Conor McGregor ou Khabib Nurmagomedov, si tu devais en choisir un. Khabib Nurmagomedov. Pour la lutte? Lutte, sambo, judo, sa relation avec son papa, qui est son entraîneur, le fait qu'il est parti du Daghestan aux États-Unis, intégration, valeurs, morale, etc. Ça me correspond plus. Francis Ngannou ou John Jones? Francis Ngannou, que j'ai pu connaître à l'époque où j'étais au CrossFight. J'ai fait un passage pendant 1 an. Très gentil, très combattant, très gentil, travailleur à l'époque. À l'époque, je crois qu'il faisait juste je pense que c'était la Supreme League, je crois, quand il avait combattu même contre Zoumana Cissé, c'était à cette époque-là. Très gentil, travailleur, et regarde où il est aujourd'hui, champion de l'UFC, donc Francis Ngannou. KO ou soumission? KO. Parce que c'est plus spectaculaire, c'est beau, et parce que tu peux mettre un KO avec le coude. J'adore les salades de coude. Monte Cristo ou Cohiba? T'es parti sur un truc bien là. Alors, regardez, je vais vous expliquer, parce que là, tu m'as touché dans mon domaine. Monte Cristo, c'est cubain. Cohiba, c'est cubain. L'histoire de Cohiba, c'est quoi? C'est que c'était du cigare qui appartenait à Fidel Castro, et la fame de Cohiba, c'est qu'à l'époque de l'embargo, c'était très difficile à amener. Donc, Cohiba, c'est fame, c'est bien, c'est de la bonne qualité, ils ont des cigares très bien. Mais Monte Cristo, parce que ça a un meilleur goût, moi je dirais Monte Cristo. Et ton repas préféré? Moi j'aime bien la bouffe thaï. Malgré que je sois marocain et que j'adore le couscous de ma mère et le tagine et compagnie, mais j'en ai mangé trop. La bouffe thaï. Moi je te dirais Khao Pad Khai, le riz frit au poulet. Voilà, dès que je vais en Thaïlande, premier plat que je me sers, Khao Pad Khai, direct. Yacine, merci beaucoup de m'avoir accordé du temps. C'était Merci un à échange toi. vraiment très intéressant pour moi et j'espère pour vous aussi. Je te souhaite tout le meilleur dans tous les projets que tu vas entreprendre pour 2023 Merci et beaucoup. je te souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année ainsi que en avance une bonne année. Et je te laisse le mot de la fin pour clôturer l'interview. Et encore merci à toi pour ton soutien et solide, hein. Solide toujours. Écoutez, tout le monde, merci à vous, ceux qui sont restés jusqu'au bout du podcast. N'hésitez pas à poster des commentaires. N'hésitez pas à vous abonner aussi à After Fight,
Kevin, merci pour ton travail, merci pour la qualité, merci pour les questions, c'était super intéressant. Et peut-être qu'on se reverra très très vite. Je te souhaite le Avec grand meilleur plaisir. aussi pour 2023, une belle évolution. Continue comme ça, c'est très intéressant ce que tu fais. On donne la force à After Fight, on donne la force à tout le MMA français, on se donne la force entre nous. Personne se tire dans les pattes, tout le monde ensemble. C'est ça le plus important. L'amour pour la fin, croyez en vos projets, continuez à avancer de la meilleure des manières, tous les auditeurs et les auditrices. Euh, Écoutez, juste le mot pour la fin, et je pense que vous aurez compris quel mot je vais utiliser pour ceux qui savent lire dans les pensées. Soyez solides.